malgré la pluie, malgré la grippe, ce que la pluie n'a pas réussi, ce que la grippe n'a pas fait. Je parviendrai peut-être à le faire, je vous achèverai ce soir. C'est beau de venir comme cela. Surtout que le sujet de ce soir n'est pas un sujet particulièrement facile. On a intitulé ça pudiquement « La philosophie de la nature ». Ceux d'entre vous qui étaient là la fois dernière savent que c'est le premier volet de ce que l'on appelle la philosophie spéculative. Mais si j'avais voulu être très direct et très franc, j'aurais intitulé cette conférence « L'illémorphisme ». Alors là, il est certain que personne ne serait mieux, sauf peut-être les plus curieux en disant « ça doit être un film d'horreur, ça doit être quelque chose d'extraordinaire ». L'illémorphisme, en effet, en physique, c'est-à-dire en philosophie de la nature, Aristote parle de la matière et de la forme. Monsieur l'abbé, excusez-moi, si vous avez besoin de la carte, elle est là. Voilà. Et ce sont deux mots grecs. Donc, ulé, en grec, c'est la matière, et morphé. Non, c'est pas le sommeil, peut-être que ce sera bientôt le sommeil pour vous, mais ici, c'est plutôt la forme. Mais reprenons un petit peu, si vous voulez, ce que nous disions la fois dernière pour essayer de bien situer notre propos de ce soir. Il y a un mois, les survivants s'en souviennent, nous parlions de logique. Cette propédeutique, n'est-ce pas, à la philosophie. Je vous disais qu'il y a une logique mineure, ou logique formelle, ou ce qu'on appelle la petite logique, celle qui permet de débusquer les sophismes, celle qui permet de voir les syllogismes vicieux, et de construire aussi de bons syllogismes vertueux. Il y a la deuxième partie de la logique, c'est-à-dire la logique majeure, la grande logique, la logique matérielle, celle qui parle, et nous en avions parlé la fois dernière, du problème de l'universel, des universaux. On en a parlé, mais on reviendra sur cette question le mois prochain, à propos de l'abstraction. En psychologie, nous verrons comment ces idées sont universelles. Avant de parler donc de l'abstraction, il nous faut parler de l'illémorphisme, de cette composition de toute substance en matière et en forme. La logique, donc, prépare à la philosophie, et la philosophie, vous disais-je la fois dernière, se divise en deux grandes parties, la philosophie spéculative et la philosophie pratique. La philosophie spéculative n'a pour but que la connaissance. La philosophie pratique, elle, cherche à guider l'agir humain. En philosophie pratique, on parlera de morale. C'est la connaissance pour l'action. Nous n'y sommes pas. Il faut donc d'abord traiter de philosophie spéculative. Et je vous disais la fois dernière, ce qui est très important, pour un philosophe aristotélico-thomiste, il ne peut pas y avoir de philosophie pratique avant la philosophie spéculative. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de morale si on n'a pas d'abord fait ce que nous allons faire, ce mois-ci. Nous allons faire de la philosophie de la nature, donc de la physique, et puis ce qui suit la physique, ce qui est après la physique, en grec métaphysique, après la physique. Donc la philosophie spéculative, elle, suit les 3 degrés d'abstraction. Et ce soir, nous allons nous intéresser à ce que l'on peut voir au premier degré d'abstraction. Les 3 degrés d'abstraction, j'ai dû vous en parler la fois dernière. Premier degré, c'est l'abstraction physique. C'est ce qui permet d'étudier le mouvement, l'ens mobile, l'être changeant, l'être mouvant. C'est ça, la physique, ce soir. Et il sera question d'illémorphisme, vous allez voir pourquoi. Deuxièmement, mais ça nous
traiterons presque pas de ce deuxième degré d'abstraction, c'est l'abstraction mathématique, c'est le nombre, en latin, lens quantum. Ens, en latin, c'est l'être, l'entité, si vous voulez. Exactement comme ça participe, qui n'existe pas, les vrais latinistes, les puristes diraient, mais ça n'existe pas de fait, un participe qui n'existe pas en latin classique. Ens, l'être. Alors, en mathématiques, au deuxième degré d'abstraction, c'est lens quantum. L'être, si vous voulez, que l'on peut quantifier, c'est le nombre. Et au troisième degré d'abstraction, alors, ce sera la métaphysique, lens in quantum ens, l'être en tant qu'être. Alors ces degrés d'abstraction, évidemment, sont de plus en plus élevés. Là, nous sommes au niveau le plus modeste, le plus humble. Ens mobile, physique, le mouvement. Mais comme la fois précédente, et comme je le ferai les fois suivantes, nous allons, après ce cours, essayer d'étudier ensemble, non pas une question comme la fois dernière, mais un texte. Alors je vais vous lire ce texte pour que vous voyiez un petit peu à quoi ça peut servir, cette philosophie de la nature, à quoi ça peut servir d'étudier la matière et la forme, et plus spécialement à quoi ça sert d'avoir le sens de la forme. Nous expliquerons dans un instant ce que c'est. C'est un texte qui va vous paraître un petit peu étrange, un texte tout à fait désespérant, triste, à en pleurer. C'est l'histoire d'une jeune fille, n'est-ce pas, qui raconte son cafard, et plus que son cafard, c'est quelque chose de très, très sombre. Vous allez voir. J'ai erré dans les rues sans cesse et sans but. J'ai marché des jours entiers sur leur pavé d'indifférence à la recherche de quelque chose de différent. Je me suis perdu dans cet immense labyrinthe sans même penser à retrouver mon chemin, car je n'en ai pas et je n'en aurai jamais. J'ai tout enterré et recouvert d'un voile de tristesse opaque qui me cache une partie du monde. Errance à travers une nouvelle prison où les gens parlent comme au mur, tout m'agresse par son indifférence. Je ne trouve plus la vraie raison des choses. Rien n'a de sens. Inutilité profonde et accusatrice. Je me fonds dans la solitude et la tristesse. Désœuvrement, je ne connais plus l'insouciance, la lumière me déplaît, et je déteste le soleil. Où suis-je donc passé, moi ? Voyez, je vous avais dit que ce ne serait pas une soirée très drôle. Tant pis pour vous si vous êtes venus. Ce texte, évidemment, peut inspirer deux attitudes aux non-philosophes. Attitude un petit peu virile, un petit peu martiale, légionnaire, si vous voulez. Ça, ma fille, ça se traite par l'hydrothérapie froide, une bonne douche et on n'en parle plus. Mais en philosophie, c'est pas la même chose, vous voyez, on traitera de façon différente. Il y en a d'autres, alors plus comment dirais-je, plus bachiques, qui disent « Oh, mais il n'y a pas un cafard qui ne soit soluble dans le whisky, on peut arranger ça aussi. » Non, ça n'est pas non plus la solution que nous allons proposer. Je laisse ce texte de côté, je vais essayer de vous montrer comment en philosophie on peut essayer d'expliquer ce genre de texte-là. À travers justement les notions que nous allons voir au cours de cette première heure. En particulier, nous essaierons d'expliquer des phrases comme celle-ci. Rien n'a de sens. Inutilité profonde et accusatrice. Je n'ai pas de chemin, je n'en aurai jamais. Je suis dans un immense labyrinthe. Donc vous voyez toute cet aveu. Elle-même parle bien d'une errance, n'est-ce pas? J'ai erré dans les rues sans cesse et sans but. Errance à travers une nouvelle prison. Donc ce soir, errance avec Laurence. Mais en deuxième heure seulement pour ceux qui accepteront de ne pas céder aux attraits que Morphée nous rafale, ne pas manquer d'exercer sur vos esprits.
Alors, premièrement, première partie, donc, je vous le disais, en physique, on étudie l'ens mobile. C'est la première chose qui frappe, n'est-ce pas? Lorsque l'on cherche un petit peu à comprendre le monde qui nous entoure, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qui tombe sous le sens? C'est le mouvement. Les choses changent. Nous-mêmes, nous changeons, n'est-ce pas? Nous étions jeunes, nous vieillissons. Le spectacle de la nature nous montre aussi ce changement. Les arbres perdent leurs feuilles, les prêtres perdent leurs cheveux, leurs dents, leurs yeux, leurs illusions. Tout ça, ça se voit. N'est-ce pas? C'est frappant. Et Héraclite avait été frappé par cela. Déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, il disait Pantarei, tout coule. Ce que des gens traduisent de façon encore plus énergique aujourd'hui, tout le camp. Et il avait raison. Il avait raison, et c'est devenu le philosophe du fieri, du devenir. Mais ce changement pose un problème. Nous n'en sommes pas toujours persuadés, sauf lorsque ce changement, justement, nous concerne et lorsque nous voyons dans notre miroir chaque matin des ans l'irréparable outrage. Là, nous nous disons tout de même, c'est quand même curieux ce changement, c'est un problème, c'est un vrai problème. En revanche, lorsque nous voyons chez les autres, bon, ça ne nous inquiète pas outre mesure, on constate là avec l'objectivité froide des cliniciens, n'est-ce pas? Et oui, comme elle a changé, mon Dieu, la pauvre vieille. Et ce rire est un aveu. Alors, nous avons donc un problème qu'il va falloir essayer de résoudre. Est-ce que nous changeons totalement ou partiellement? Lorsque c'est nous, nous disons non quand même. Ça ne peut pas être totalement. Il doit rester quand même un petit quelque chose de moi sous ces rides, sous ces difficultés physiques. On ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, que le changement soit total. On se dit, il doit y avoir un substrat, un substratum, un sujet qui, lui, ne change pas. Héraclite lui disait, non, tout change absolument tout. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça change complètement. Et des disciples d'Héraclite, un sophiste comme Cratyle, disait, on ne peut rien dire, on ne peut absolument pas parler d'une chose, parce qu'à peine a-t-on parlé de cette chose, à peine a-t-on fixé cette chose par des mots, que cette chose a déjà changé. Et le mot qui recouvre, qui est censé recouvrir cette réalité, est déjà un mensonge, parce que la réalité en question est entièrement différente. Alors, ça pose un gros problème, parce que on ne peut plus parler. D'ailleurs, Cratyle ne parlait plus, il levait simplement le petit doigt, non pas par snobisme, mais parce qu'il se disait, on ne peut plus rien dire. Si l'on fixe, si l'on fige par un mot une réalité, on se trompe déjà parce que cette réalité a changé. Elle nous échappe. Nous ne pouvons pas l'appréhender. Donc, d'ailleurs, nous ne pouvons pas comprendre les choses. Ça pose un problème. Donc, lorsque l'on voit ainsi les choses changer, il faut se demander qu'est-ce qui change. Et nous avons tous tendance un petit peu à dire, oh, ça doit changer en surface, ça doit changer superficiellement. Mais au fond, la chose peut-être ne change pas. Pourtant, vous savez comme moi qu'il y a des changements qui ne sont pas que superficiels, pas qu'accidentels. Il y a des changements substantiels. Lorsque, par exemple, vous avez une bûche et qu'elle se transforme sous l'effet de la combustion en cendre, est-ce que on peut dire qu'on a toujours du bois? Il ne semble plus. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, lorsque, dans quelques instants, patience, vous irez vous nourrir, vous allez assimiler quelque chose, absorber un morceau de pain. Ce pain, n'est-ce pas, va être transformé en vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous l'assimiler, il va faire partie de votre organisme. Est-ce que c'est encore du pain? Non, c'est fini, n'est-ce pas? Il est transformé. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Certains se disaient alors, mais ça n'est pas satisfaisant pour l'intelligence. Il y aurait une disparition totale, et puis ensuite une apparition de quelque chose de totalement différent. Une annihilation, un anéantissement, et puis une création, une apparition qui ne doit rien à ce qui a précédé. Ça semble tout à fait insatisfaisant, parce que là, on aurait des solutions de continuité. On ne comprend pas. Vous voyez que le changement pose effectivement un problème. On est obligé de réfléchir sur cela.
On ne peut pas se dire, le changement, ça s'explique naturellement et facilement. On se pose des questions. Est-ce que tout change? Et surtout, est-ce que tout change radicalement? Voilà la question donc, qui est à l'origine du principal problème qui se pose en physique, en philosophie de la nature. Le fait, lorsqu'on étudie, lorsqu'on observe tout simplement cette nature, on la voit qui change. Et lorsqu'on cherche à expliquer ce changement, on se demande qu'est-ce qui reste sous le changement, surtout lorsqu'il y a des changements profonds, essentiels, substantiels, radicaux. Intervient alors la question de la matière et de la forme. Aristote, avec l'hylémorphisme, donc ulé en grec, la matière, morphée, la forme, dit ce qui change, c'est la forme, mais la matière reste. Nous allons par la suite préciser un peu ces notions, parce qu'il ne faut pas concevoir ici matière dans le sens courant, et forme encore moins, dans le sens que nous lui donnons à ce mot habituellement. Mais la forme change et la matière demeure. Déjà, cette expression ne vous choque pas. C'est vrai, on peut se dire, par exemple, j'étais un enfant, je suis devenu un adulte, eh bien, ma forme, au sens courant, a changé. Mais matériellement, je reste le même. C'est quand même le même corps, le même organisme qui reste là. Il s'est développé, mais enfin, c'est toujours les mêmes éléments qui sont là. On peut se dire aussi, un arbre, qui est un tout petit arbrisseau, puis qui devient un arbre centenaire, sa forme a changé, mais c'est bien toujours la même matière, c'est toujours le même arbre. Donc on distingue là un substrat matériel et puis une forme qui peut être modifiée, qui peut changer. On n'est pas donc dans l'analyse que proposait Héraclite. Héraclite qui disait « tout change radicalement, foncièrement, et rien ne demeure. Panta rei, tout change, tout coule, ou den menei, rien ne demeure. » Cela propose, cette analyse-là, donc, nous propose, au fond, de considérer tout être physique, et on dira techniquement toute substance, ici, comme un composé de matière et de forme. Une substance, pour un aristotélicien, c'est un composé de deux coprincipes, la matière et la forme. Il y a bien évidemment des philosophes qui ont essayé d'expliquer la réalité par un seul de ces deux coprincipes. Et les premiers sont les plus connus, ce sont les matérialistes. Les matérialistes ont dit il n'y a pas à chercher de forme comme ça, tout s'explique par la matière. Il n'y a que la matière. Mais l'erreur inverse aussi a existé. On ne les appelle pas les formalistes, non, on les appellerait plutôt les dynamistes, du mot grec dynamis qui signifie la force, l'énergie. Eux disent, ce qui permet de rendre compte du réel, de la réalité des choses, ça n'est pas la matière, c'est l'énergie. Ce sont ces forces. Et c'est tout. Ne vous dites pas, oh, ça doit être une querelle bien dépassée, on n'entend plus parler de ces choses-là. Non, d'abord parce que des matérialistes, ça existe. Il y a des gens, effectivement, qui essayent de tout expliquer par la matière, y compris même des manifestations qui sembleraient ne pas relever, justement, de la pure matière, y compris, par exemple, la vie intellectuelle, comme simplement une forme de sécrétion d'une matière organisée de façon particulièrement complexe. Et puis, il y a des gens qui essaient de mêler les deux, la matière et l'énergie. Il y a 2 ans, je crois, je donnais une conférence sur le livre de Guiton et des frères Bogdanov. Eh bien, au début de Dieu et la science, vous avez une allusion à ce grand débat, matière ou énergie. Et les Bogdanov disaient, avec le problème de la lumière, on ne sait pas. Au fond, est-ce que l'on a affaire à des corpuscules, c'est de la matière, ou est-ce qu'on a affaire à des ondes,
l'énergie. Et eux disaient tantôt l'un, tantôt l'autre, ou plutôt et l'un et l'autre, et ils essayaient de brouiller un petit peu tout, de confondre tout, en disant qu'au fond c'était à la fois et en même temps de la matière et de l'énergie. On voit aussi, pour vous montrer que ce débat est encore actuel, on voit, et c'est dans la ligne d'ailleurs des Bogdanov, on voit des scientistes un peu gnostiques essayer de doter la matière d'une certaine spiritualité, une forme même de pensée. Il y a des scientistes gnostiques qui pensent, en s'appuyant un petit peu d'ailleurs sur la philosophie dont se réclame Guiton dans l'ouvrage Dieu et la science, qui avait en son temps défrayé la chronique, qui se réclame donc d'un Bergson, d'un Teilhard de Chardin, donc une matière dotée d'esprit. Je vais, comme la fois dernière, m'inspirer de l'ouvrage de Maritain, qui nous sert un petit peu de fil conducteur. Et aujourd'hui, si la fois dernière j'avais apporté l'ouvrage de Corte, L'intelligence en péril de mort, ce soir j'ai apporté l'ouvrage de Jean Daujas, Y a-t-il une vérité, qui est une synthèse de toute la philosophie thomiste, et qui nous permettra de voir un petit peu ce que l'on entend par matière et forme. Alors, d'abord, ceux d'entre vous qui ont la possibilité de lire l'ouvrage de Maritain se reporteront à la page 116 et les pages suivantes. Je lis un petit peu comme je l'ai fait la fois dernière pour vous permettre de vous familiariser avec le style de Maritain. La philosophie de la nature sensible étudie l'être des choses corporelles, ce qu'il y a de plus universel et de plus manifeste dans le monde des corps, ce par quoi se réalise tout ce qui arrive dans la nature, c'est le changement. Ce qui frappe, n'est-ce pas, dans ces corps sensibles, c'est qu'ils changent, ils ne sont pas stables. Ouvrons les yeux, le spectacle de la nature nous montre ce changement, les saisons, ne serait-ce que déjà cela. Les philosophes, qui dans leur langage appellent mouvement toute espèce de changement, devront donc se demander en quoi consiste le mouvement. Le mouvement, c'est-à-dire le changement. Et cet ens mobile, cet être en mouvement, c'est un être changeant. Et alors, on se demande, qu'est-ce que c'est que ce changement ? Il est clair, après cela, que s'il y a du changement, c'est que quelque chose est changé, quelque chose est mu, à savoir les corps. En outre, certains changements semblent porter sur la substance même des corps. Et là, il donne un exemple tiré de la chimie. Lorsqu'on fait en chimie la synthèse de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène, en se combinant, font place à un nouveau corps. Alors on peut évidemment simplement constater, mais le philosophe ne se contente pas de constater, il cherche à expliquer, et il veut voir comment est-ce que cela est possible. Il faut nécessairement chercher en quoi consiste la substance des choses, la substance corporelle. C'est là que l'on dira que cette substance est un composé de matière et de forme. Ensuite, Maritain explique quelles sont les deux grandes erreurs à ne pas commettre. Premièrement, le mécanisme, ou le mécanicisme, ou le matérialisme. Dans l'Antiquité, Démocrite et les atomes, Épicure, Lucrèce, ces mécanistes, donc, réduisent la substance corporelle à la matière. Tout est une affaire de quantité. Il n'y a pas de différence essentielle entre les corps. Ce ne sont que des modifications d'une même substance, d'une même matière, Démocrite, n'est-ce pas, avec ses atomes. Le monde physique est privé de toute qualité, de toute force. Tout s'explique en termes de mouvement local. Ce sont des combinaisons nouvelles d'atomes. Et ne vous étonnez pas en vous disant, mais cette théorie matérialiste d'un Démocrite ou d'un Épicure fait sourire de pitié aujourd'hui. Non.
Si vous lisez un ouvrage qui en son temps aussi avait fait parler de lui, l'ouvrage de Monod, Le hasard et la nécessité, vous retrouverez cette même philosophie de base. Et on pourrait retrouver dans Épicure, ce que j'ai fait une fois, l'expression même, le hasard et la nécessité. Comment on fait sortir d'un chaos initial une nécessité, une harmonie. C'est déjà dans Épicure. L'autre, évidemment, dit Maritain, l'union de la matière et de l'esprit dans un être tel que l'homme devient entièrement inintelligible. On ne comprend pas cette union d'un corps et d'une âme, d'une matière et d'un esprit dans la personne humaine lorsqu'on est matérialiste. L'autre erreur, c'est le dynamisme. Donc, encore une fois, de dynamisme en grec, la force, l'énergie. On trouve ça chez un philosophe du XVIIe siècle, Leibniz, avec ses monades, ces petites unités, n'est-ce pas, d'énergie. Il réduit la substance corporelle à des unités d'ordre spirituel, analogues à des âmes. Ce sont les monades. Au XVIIIe siècle, on retrouve aussi cette erreur. La substance corporelle réduite à des points de force. On parlera de dynamisme ou d'énergétisme. Le monde physique est ramené à l'unique facteur énergie, sans pouvoir vraiment d'ailleurs donner une définition de cette énergie, une définition philosophique. Aristote ne se situe pas dans un juste milieu, c'est-à-dire une espèce de douce médiocrité. Il ne prend pas un petit peu du matérialisme et un petit peu du dynamisme. Il se situe au-dessus, dans ce qu'on appelle l'apex veritatis, c'est-à-dire le sommet, où se trouve la vérité. Et il dit, il y a effectivement de la matière, et il y a un principe actif qu'il appelle la forme. Alors vous trouverez ça dans Maritain à la page 117. La matière, qui cette fois ne répond plus du tout, comme pour les matérialistes, à une notion imaginable, d'étendue. Non, c'est bien l'idée même de matière, c'est-à-dire ce avec quoi quelque chose d'autre est fait. Si l'on veut essayer de bien comprendre, il faudra aller jusqu'à la notion même de matière prime ou matière première, mais nous verrons ça tout à l'heure. Et puis il y a un autre co-principe, principe cette fois-ci actif, qui est comme l'idée vivante de la chose, ce qui détermine cette matière passive, donc la matière est passive, réceptive, tandis que la forme, elle, justement, informe. Elle informe une matière amorphe, si vous voulez. Au sens étymologique, c'est ça, n'est-ce pas? Cette forme, morphée, en grec, informe une matière qui, elle, est pure passivité, purement passive, dit ici Maritain. Un peu comme, alors c'est une comparaison, c'est une métaphore, un peu comme la forme imprimée par le sculpteur détermine la glaise. Et cette forme imprimée dans la glaise constitue avec la glaise une seule et unique chose faite et existante, n'est-ce pas? Vous avez un bloc de glaise informe, amorphe, qui va être pétri, et là, informé par le sculpteur. Et de fait, c'est ce qui est à l'origine des expressions matière et forme. C'est bien cette comparaison-là, Doja va nous le dire dans un instant. Donc, une matière et une forme. Et l'ensemble fait une substance, une seule substance. Mais vous comprenez que c'est la forme qui donne à cette substance d'être ce qu'elle est, d'être ceci ou cela. C'est ce qui lui donne sa nature spécifique. C'est ce qui lui donne d'exister un peu, dit Maritain, comme la forme imprimée par le sculpteur
donne à la statue d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire une statue de César, et non pas autre chose. À cause de cette analogie avec la forme extérieure d'une statue, ici il s'agit d'une forme accidentelle, Aristote a appelé forme substantielle, en un sens tout à fait spécial et technique, le principe intérieur dont il s'agit et qui détermine la substance corporelle dans son être même. La doctrine d'Aristote, qui fait du corps un composé de matière, hulée, et de forme, morphée, a été dénommée ilémorphisme. Cette doctrine sauve à la fois la réalité propre de la matière, du monde corporel, de l'étendue, et la réalité propre des qualités physiques, ainsi que l'existence d'une distinction de nature ou d'essence entre les corps. Je passe maintenant à ce que dit Doja, qui reprend bien évidemment cette doctrine, mais en philosophie, la répétition n'est pas, quoi qu'en pensent les étudiants, un signe de gâtisme chez leurs professeurs atteints de sénilité précoce, mais la manifestation d'un sens aigu de la pédagogie, parfois même de la compassion. C'est souvent d'ailleurs synonyme, vous savez. La théorie d'Aristote est donc reprise ici. Alors là, c'est l'ouvrage de Doja que vous connaissez peut-être. Y a-t-il une vérité, édité chez Teki. C'est à la page 77. Donc, on répète. Cet emploi philosophique des mots matière et forme, qui est dû à Aristote, provient d'une comparaison faite par lui des corps naturels que nous étudions en ce moment avec les objets artificiels fabriqués par notre art ou notre industrie. Donc on fait une comparaison. Il y a ces corps naturels, les arbres que nous voyons autour de nous et qui changent. Et puis il y a ces objets artificiels qui sont le fruit de notre ingéniosité. Alors il fait une comparaison. Ces objets artificiels, d'abord, étaient informes, et puis ils ont reçu, ils étaient amorphes, si vous voulez, et ils ont reçu une empreinte, ils ont reçu une forme, et ils sont devenus ce qu'ils sont grâce à cette information. Donc on compare les corps naturels et les objets artificiels fabriqués par notre art ou notre industrie, parmi lesquels Aristote a pris pour exemple les statues. Il y a bien chez les statues une double multiplicité. D'une part, il y a différentes espèces de statues, par exemple la Minerve de Phidias et d'une autre espèce que le Moïse de Michel-Ange. D'autre part, chaque espèce de statue peut être réalisée à une multitude d'exemplaires différents. Mais ici, le principe de spécificité, ce qui fait que cette chose est ce qu'elle est, et pas une autre chose, c'est la forme, au sens courant du mot, c'est-à-dire ici le contour extérieur délimitant le volume. Par exemple, la Minerve de Phidias est d'une autre forme, au sens courant, du mot forme, que le Moïse de Michel-Ange. On ne confond pas, n'est-ce pas, la Minerve de Phidias et le Moïse de Michel-Ange. Et on ne confondra pas non plus le Moïse de Michel-Ange avec le centaure de César qui enlaidit l'entrée de cette rue. Tout de suite, on voit, n'est-ce pas? D'un côté, justement, il y a une forme, de l'autre, là, c'est plutôt difforme, mais on voit très bien, c'est spécifiquement différent. Donc, une matière et une forme. Il faut bien savoir que cette transposition a changé, bien sûr, le sens des mots. Pour le mot forme, nous l'avons déjà expliqué, mais le mot matière a lui aussi changé de sens. La matière, au sens courant du mot, c'est une substance matérielle, justement, du bronze, du marbre, du plâtre, dont on fait les statues, substance matérielle qui est donc, pour les raisons que nous venons d'exposer, déjà constituée d'une matière et d'une forme. Car elle a une certaine nature, donc une forme, qui la lui donne, par exemple, la forme du carbonate de calcium si c'est du marbre, ou du sulfate de calcium si c'est du plâtre. Ce qu'au contraire, maintenant, en philosophie, nous appelons matière, en la distinguant de la forme,
Et l'opposant à la forme, c'est le pur, ce dont les corps sont faits. Ici, c'est une expression entre guillemets. La matière première, c'est ce dont les corps sont faits. Qui par soi n'a ni nature ni forme. Et là, il faut avouer que cette notion de matière prime, materia prima, est très difficile à concevoir. Parce que, de fait, elle n'est informée en rien. C'est une pure passivité. Par soi, elle n'a ni nature ni forme. Elle ne sera déterminée que par la forme à constituer, une substance d'une certaine nature. Et ça sera cette union de matière prime et de la forme substantielle. Je n'insisterai pas trop sur ces questions-là, pour vous montrer que déjà au premier degré d'abstraction, pour vous montrer que déjà en physique, il y a des questions difficiles. Mais je vous demande simplement, si vous voulez, de retenir ceci. Donc, on ne peut pas expliquer les corps sensibles, les êtres, uniquement par un principe matériel ou par un principe simplement d'énergie. On ne peut pas dire qu'il y aurait simplement la matière ou simplement la forme. Aujourd'hui, il faut avouer que nous sommes beaucoup plus menacés par le matérialisme que par le dynamisme. On ne peut pas tout expliquer par la matière et uniquement la matière. On ne peut pas être donc matérialiste, réduire tout à cet unique principe d'explication. La matière est le principe passif, réceptif, et la forme est le principe qui détermine, c'est le principe déterminant. Au point de vue intellectuel, ce que notre intelligence recherche, c'est justement la forme, c'est-à-dire le principe déterminant. Lorsque nous voulons comprendre quelque chose, nous cherchons à savoir quelle est sa forme, quel est son principe spécifique, spécificateur, spécifiant, déterminant. Je reste dans cette comparaison, et je crois que vous comprendrez bien. Lorsque l'on me demande qu'est-ce que c'est que ça, et que je vois effectivement cette monstruosité qui est à l'entrée de la rue, et que l'on me dise simplement c'est du bronze. Dans le cas présent, je peux m'en contenter, parce que de fait, on a l'impression que ça n'est que du bronze. Il semble, n'est-ce pas, que le principe matériel explique tout. Mais si je me trouve en face, par exemple, de la Pietà, à Rome, et je dis qu'est-ce que c'est? Je demande, je pose la question, qu'est-ce que c'est? Et qu'on me dise, c'est du marbre. Je suis légitimement frustré. Je me dis, mais je ne comprends pas. Ça ne suffit pas. Ce principe explicatif est insuffisant. Je demande ce que c'est, non pas en quoi c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais avoir tendance à dire non pas qu'est-ce que c'est matériellement, mais qu'est-ce que c'est formellement. Formellement, qu'est-ce que c'est? Et on me dira, eh bien, c'est la Vierge recevant son divin Fils à la descente de croix. Alors je comprendrai mieux. On me dira, c'est la Pietà. On me dira, voilà, ce personnage, c'est la Vierge, et celui-ci, c'est le Christ. Là, je comprends. Ou encore, si je vois effectivement, comme parle Doja, le Moïse de Michel-Ange, je demande qu'est-ce que c'est, on me dit, c'est du marbre. C'est assez insatisfaisant. Je ne comprends pas. Imaginez, parce qu'il faut toujours voir les choses de façon un petit peu plus personnelle, imaginez que quelqu'un qui n'a pas la chance, l'honneur de vous connaître, vous demande, non pas qu'est-ce que c'est quand même, mais qui est-ce, et qu'on vous dise, oh, ça doit être un peu de chair, quelques os. À moins d'être véritablement très 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 délabré, ça ne suffit pas. Enfin, on est un peu plus que ça, enfin, on l'imagine encore. On vous dit, oui, qu'est-ce que c'est? Oui, des cheveux, avec, un petit peu, avec, je sais pas, quelque chose dessous. C'est horrible.
On n'a pas l'impression d'avoir vraiment fait les présentations. On n'a pas le sentiment d'être tout à fait présentable sous cet angle-là. Vous comprenez, n'est-ce pas, les choses. On n'a pas donné votre forme, n'est-ce pas. Vous avez l'impression que votre spécificité, ce qui fait que vous êtes, c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas, tout à fait admirable. J'essaye d'entrer dans votre perspective. Eh bien, vous avez l'impression qu'on ne l'a pas dit. On ne vous a pas nommé. On ne vous a pas reconnu pour ce que vous êtes. On vous a présenté là comme un tas informe, justement, amorphe. Et vous êtes beaucoup plus que ça. Vous savez qu'il y a chez vous, justement, certainement, un peu de matière, mais tellement d'esprit. Il faudrait en rendre compte. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça. Vous sentez, je reste un petit peu dans des métaphores, il faut que nous comprenions un peu les choses. Et alors, il faut savoir que, justement, cette composition de matière et de forme a émigré dans toute la philosophie. Elle est passée par analogie dans toute la philosophie. La matière et la forme, on la retrouve dans tous les domaines de la philosophie. Pas simplement en physique, pas simplement en philosophie de la nature. Par analogie, justement, on dira qu'il y a des choses qui sont présentées matériellement et il y en a d'autres qui sont présentées formellement. Par exemple, à l'usage de quelques étudiants, s'il y en a, une copie qui n'a pas la moyenne, en général, est une copie qui est présentée matériellement. Il y a tout matériellement, les matériaux sont là. Mais c'est amorphe, c'est informe, et souvent même c'est infâme. Donc, ça ne va pas, ça ne se hisse pas, ça ne se hausse pas au niveau vraiment formel. J'avais un professeur de philosophie, quand j'étais moi-même étudiant, à École, ce jeune Berthaud, qui nous disait... la seule chose qui l'intéressait, n'est-ce pas, c'était le formel. Dites-moi le formel de la chose. Formellement, qu'est-ce que c'est? Le formel, tout le formel, rien que le formel. C'était sa devise. Donc une bonne copie, effectivement, c'est celle qui dit ce que la chose est. Réellement, vraiment. Qui dit spécifiquement ce que c'est. C'est-à-dire qu'on ne reste pas au niveau du déterminable, on parle de ce qui est déterminant. Alors, Maritain, bien sûr, en parle, pour montrer justement cela. C'est à la page 180 et à la page 181. Les expressions, donc, matérielles et formelles, reviennent souvent en philosophie. Ces expressions sont empruntées à la philosophie naturelle, qu'on appelle aussi la cosmologie, qui montre que toute substance corporelle est composée de deux principes, la matière première et la forme substantielle. Dans la philosophie naturelle, les termes matériels et formels donc, ont un emploi très particulier, mais de là, ils émigrent dans toutes les parties de la philosophie pour désigner par voie d'analogie, d'une part, tout ce qui, indéterminé et potentiel en soi-même, joue le rôle de sujet recevant une détermination, ça c'est la matière, et d'autre part tout ce qui a de soi une fonction déterminante, actualisante, spécificatrice, ou encore ce qui est pris sous une détermination donnée, sous un chef ou un titre donné. Par exemple, on distingue toujours dans les sciences leur objet matériel et leur objet formel. Par exemple, pour cette faculté que nous avons tous, la vue, eh bien, l'objet matériel de la vue, c'est tout ce qui est visible. Mais l'objet formel, ce qui fait que nous voyons ce qui est visible, c'est la couleur. Et il nous faut cette couleur. Ça, c'est l'objet formel. De là en particulier, la distinction entre la manière matérielle et la manière formelle de s'exprimer. On parle matériellement quand on ne prend pas les choses dont on parle sous les déterminations mêmes que signifient les mots employés. On parle formellement lorsqu'on considère dans les choses dont on parle, non pas tant le sujet qui reçoit ces déterminations, que ces déterminations elles-mêmes et la fine arête, la pure ligne qu'elles dessinent en lui. Vous vous dites tout ça, c'est bien beau, mais alors moi, Morphée, je crois comprendre que
ça doit être au fond un dérivé du rohypnol, ça doit appartenir à la famille des hypnotiques puissants et des antalgiques majeurs. Non, la forme ici dont je vous parle, cette morphée-là, cette forme, c'est effectivement ce qui nous fait comprendre les choses. Et on peut s'exprimer matériellement, dire les choses sans esprit, si vous voulez, sans intelligence, faudra-t-il dire même, simplement en exposant les choses dans leur matérialité, avec autant de poésie que les rapports de police, par exemple. Et il l'a tué avec une égoïne, tic, 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 comme ça. Bon, matériellement, c'est très intéressant, mais formellement, ça ne dit pas grand-chose. Je vais vous lire un petit texte qui va vous montrer ce que c'est que de s'exprimer matériellement. C'est-à-dire de livrer les choses dans leur pure matérialité, sans donner leur formalité, sans donner ce qui les spécifie. Ça devient incompréhensible, vous allez voir. Et on peut faire d'ailleurs, il y a toute une littérature à faire. Voici cette phrase, qui pourrait d'ailleurs être un très beau sujet d'examen. Dans les églises à la clarté des cierges, un homme boit du vin devant des femmes à genoux. C'est pas de moi, bien sûr, c'est de Sartre. C'est de Sartre dans La nausée. Matériellement, c'est la messe. Dans les églises, à la clarté des cierges, un homme boit du vin devant des femmes à genoux. Non, c'est pas la description d'un caprice un petit peu étrange, n'est-ce pas? Un homme qui ne pourrait boire du vin qu'à la lumière des cierges, à condition que des femmes soient à genoux devant lui, et pour pimenter le tout dans les églises. Non, 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 c'est pas ça. Il décrit matériellement une messe, mais il ne donne pas la formalité. On n'a pas la spécificité, donc on ne comprend rien. Et vous voyez, ça devient absurde. Parce que c'est vrai, il y a d'autres endroits pour boire du vin. On n'est pas obligé d'aller dans des églises. Mais on n'a pas nécessairement besoin de voir des femmes à genoux devant soi pour boire du vin. Comment? Voilà. Ce qu'il n'explique pas, c'est que cet homme est un prêtre. Ce qu'il n'explique pas, c'est que c'est un vin transsubstantié. Ce qu'il n'explique pas, que ce sont des femmes, n'est-ce pas, qui adorent le mystère eucharistique. Et à la clarté des cierges, j'ai l'impression que là, c'est véritablement quelque chose de particulièrement pervers. Mais non, non, c'est tout simplement parce que c'est dans une église, effectivement, que les cérémonies se font à la lumière des cierges. Alors, vous voyez comment on peut expliquer, ou plutôt ne pas expliquer les choses. Tout est vrai matériellement, mais formellement, on ne comprend rien. Et j'arrive, non sans une petite transition, à ma deuxième partie. Je n'oublie pas le texte que je vous ai lu. C'est là qu'il va falloir essayer d'expliquer ce passage assez déprimant. Donc, matériellement, formellement. On peut aussi peut-être dire, parce que ça nous servira pour la fois prochaine, on peut peut-être dire aussi que matériellement, formellement, la matière, la forme, ça sera utilisé aussi en psychologie. De fait, la personne humaine, qu'on étudiera en psychologie, est une substance. Une substance, comme disait Boès au 5e siècle, une substance individuelle de nature rationnelle. Une substance. Donc un composé de matière et de forme. Et dans le cas de la personne humaine, la matière est un corps et la forme est ce qu'on appelle l'âme. Et c'est un tout substantiel. N'est-ce pas? Nous sommes un composé de matière et de forme, un corps et une âme, et c'est un tout substantiel. Nous sommes nous-mêmes des composés illémorphiques. Voyez-vous, si vous cherchez de quoi un petit peu agrémenter vos vœux cette année, pour ne pas dire banalement bonne santé, non. Parlez donc à ces personnes humaines qui vous entourent de leur composition illémorphique, en souhaitant, n'est-ce pas, que leur matière, c'est-à-dire leur corps, soit au diapason de leur forme, c'est-à-dire leur âme. Je passe à cette transition
qui va m'aider à expliquer le texte que j'ai choisi pour la deuxième partie. Vous le savez comme moi, en philosophie aristotélicienne, on explique les réalités selon les 4 causes. Et il y a 2 causes intrinsèques qui sont précisément la cause matérielle et la cause formelle. Ce sont donc les causes qui permettent de comprendre la constitution, si vous voulez, de la chose. Et puis il y a les causes extrinsèques, la cause efficiente et la cause finale. Ce sont les causes dont la chose dépend dans son devenir. D'où elle vient, c'est sa cause efficiente qui l'a produite, et sa cause finale, où elle va, son but. Lorsque d'ailleurs nous employons, nous, le terme cause, souvent nous pensons à cette cause extrinsèque qu'on appelle la cause efficiente. Mais pour les scolastiques, le but, ce que nous appelons, nous, le but, c'est aussi une cause, c'est ce qu'on appelle la cause finale. Et puis il y a ces 2 causes intrinsèques que sont la matière et la forme. Et là on reprend encore cette comparaison. Le buste de César, eh bien, pour comprendre ce que l'on a en face de soi, quand je dis César, évidemment, c'est César le Grand, c'est pas César le Petit, celui qui sévit là à l'entrée de la rue. Non, César, qu'est-ce que c'est ce buste? Eh bien, d'abord, cause matérielle, c'est du marbre. En quoi est-ce que c'est fait? En marbre. Cause formelle, ici, évidemment, il s'agit d'une forme accidentelle, c'est beaucoup plus le contour que la forme proprement dite. Enfin, on dira, c'est bien César, c'est bien, ce sont ses traits, c'est bien ce que l'artiste a imprimé, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que c'est le buste de César et pas le buste de Cléopâtre. C'est bien César, c'est lui. Encore une fois, c'est une analogie, c'est métaphorique, mais pour ce soir, il vaut mieux en rester là. Cause extrinsèque, qui a fait cela? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça a été fabriqué par tel artiste. C'est lui qui l'a fabriqué. Il a son magasin là. Et pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, pour que ce soit exposé dans une galerie d'un riche mécène. Ça, c'est son but. C'était pour que sa gloire s'en trouve accrue. Ou alors, tout simplement, c'est pour gagner sa vie. C'est parce qu'il a besoin de faire vivre sa femme, ses enfants. Voilà. Quelle est son intention? Quelle est sa finalité? Quel est son but? Et alors, quand on a ces 4 causes-là, on comprend les choses. Évidemment, lorsque l'on n'a plus ces 4 causes, on ne comprend plus. Et surtout, lorsque on n'a pas la cause formelle, on ne comprend pas grand-chose. Repensez donc à cette surprise que vous auriez si on vous disait à la question que vous posiez devant telle œuvre d'art, qu'est-ce que c'est? On vous dit, oh ben, c'est du bronze. Ben non. Vous voyez bien que ça ne vous suffit pas. Vous essayez, au contraire, et ça c'est une démarche tout à fait naturelle, vous essayez de savoir, d'accord, c'est fait en bronze, très bien. Et qu'est-ce que ça représente? Quelle est la forme? Qui a fait ça? Et autant que possible, pourquoi? Donc, c'est tout à fait la démarche normale de l'esprit. Alors, revenons, parce que ce doit être déjà la deuxième partie. Oui, c'est ça, on approche de la deuxième heure, donc je vais vous relire ce texte. Nous allons essayer maintenant d'entrer dans cette partie travaux pratiques. J'ai erré dans les rues, sans cesse et sans but. J'ai marché des jours entiers sur leurs pavés d'indifférence à la recherche de quelque chose de différent. Je me suis perdu dans cet immense labyrinthe, sans même penser à retrouver mon chemin, car je n'en ai pas et je n'en aurai jamais. J'ai tout enterré et recouvert d'un voile de tristesse opaque qui me cache une partie du monde. Errance à travers une nouvelle prison, où les gens parlent comme au mur. Tout m'agresse par son indifférence, je ne trouve plus la vraie raison des choses. Rien n'a de sens.
inutilité profonde et accusatrice. Je me fonds dans la solitude et la tristesse. Désœuvrement, je ne connais plus l'insouciance, la lumière me déplaît, et je déteste le soleil. Où suis-je donc passé, moi? Alors, quand on fait une explication de texte, on essaie bien sûr de rendre compte de chacune des phrases, de chacune des expressions. Je ne peux pas vous infliger cet exercice, mais on va repérer les mots principaux. On va essayer de voir un petit peu. C'est intéressant ce texte. Pourquoi? Parce que bon, ça exprime effectivement une espèce de malaise, une forme de... C'est plus que de la tristesse, là, c'est plus qu'un petit cafard, c'est quelque chose de grave. On se demande un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Et cette personne a même un éclair de lucidité. On va le voir dans certaines expressions comme « rien n'a de sens » ou même « où suis-je donc passé moi ?» Reprenons, si vous voulez, le début du texte, qui exprime donc cette errance. J'ai erré dans les rues sans cesse et sans but. Philosophiquement, donc, on dira, là, il y a certainement un défaut de cause finale. On ne voit pas très très bien quel est le but, on ne voit pas donc quel est le sens. Elle dira d'ailleurs elle-même, rien n'a de sens, donc tout est insensé, au sens étymologique. Effectivement, lorsqu'il n'y a plus de but, il n'y a plus de sens, on ne sait pas où l'on va, c'est insensé. Donc on peut se dire, dans ce texte, il y a certainement une méconnaissance, un oubli au moins, de cette cause extrinsèque qu'on vient d'appeler la cause finale. J'ai marché des jours entiers sur leur pavé d'indifférence à la recherche de quelque chose de différent. Ça peut paraître une expression un petit peu facile, un petit peu commode. Si on essaie d'en rendre compte sans trop d'exigences littéraires, si on essaie d'en rendre compte de façon philosophique, donc tout est indifférent, rien n'est différent, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de différence spécifique. Tout est au même niveau, tout est au même plan, il n'y a pas de singularité, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de personnalité, tout est là, atone, tout est là, monochrome, si vous voulez. On ne comprend pas ce qui permettrait de donner un petit peu de relief, n'est-ce pas? Tout est indifférent et il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, et ça vous le comprenez si on reprend le texte à la lumière de ce que nous disions, tout est envisagé de façon matérielle. Et effectivement, au plan matériel, il n'y a pas de différence. Au plan matériel, c'est du bronze, c'est du marbre. Que ce soit la Vénus de Milo ou que ce soit un bloc de marbre, c'est du marbre. Il n'y a pas de différence. Matériellement, c'est toujours la même chose. Ce qui fait la différence, c'est la forme. Et là, justement, tout est informe. Tout est amorphe. Je me suis perdu dans cet immense labyrinthe, sans même penser à retrouver mon chemin, car je n'en ai pas et je n'en aurai jamais. Donc là, on retrouve un thème qu'on a déjà vu. Donc, perdu, c'est normal. Perdu, qui s'oppose bien sûr ici à trouver, retrouver. Perdu dans un labyrinthe. Bien sûr, le labyrinthe, par définition, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. On est là, on ne sait pas quel est le sens. On tombe dans des cul-de-sac, on tombe dans des impasses. On ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas une direction à proprement parler, ou si elle existe, on ne la connaît pas. Il y a un secret, il manque le fil d'Ariane, et peut-être qu'à tous les détours se cache un minotaure. On ne sait pas, n'est-ce pas? Univers labyrinthique. Dans un ouvrage que j'aime à citer assez souvent, l'ouvrage de Jean Brun, professeur de philosophie émérite maintenant,
à Dijon, cet ouvrage qui s'intitule Les Vagabonds de l'Occident. Il oppose tout à fait l'image du vagabond qui erre à l'image du pèlerin qui, lui, a un but. Dans une perspective chrétienne, bien évidemment, la vie est un pèlerinage. Il y a effectivement une cause finale. Il y a un but. Nous sommes peut-être dans une vallée de larmes, mais certainement, mais il y a un but. Nous sommes en exil, c'est entendu, mais il y a une patrie. Tandis que le vagabond, lui, n'a pas de but, n'a pas de... et il peut même être prisonnier d'un labyrinthe. D'ailleurs, pour Jean Brun, notre esprit moderne, nos contemporains, eux, sont dans un univers justement labyrinthique. Ils n'ont plus de sens à donner à leur vie, à leur existence. Donc je me suis perdu dans cet immense labyrinthe, sans même penser à retrouver mon chemin. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas de chemin, je n'en ai pas, je n'en aurai jamais. Donc ici, là, on est plutôt dans les causes extrinsèques. Je ne sais pas d'où je viens et je ne sais pas où je dois aller. J'ai tout enterré, recouvert d'un voile de tristesse opaque qui me cache une partie du monde. Cette expression est intéressante ici. Je ne dis pas, n'est-ce pas, que l'auteur de ces quelques lignes a en tête toutes ces grilles, ces clés, grilles de lecture ou clés que nous proposons. Mais c'est pour vous montrer que tout ouvrage peut être lu philosophiquement. Même un ouvrage comme ça, un témoignage un petit peu déprimant. Elle voit bien, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, elle voit bien ici que ce voile cache une partie du monde. C'est-à-dire que certaines choses sont voilées, recouvertes. Il y a une partie du monde, une partie du réel qui est cachée. Pour moi, si vous voulez, ce sont justement ces éléments que lui livreraient les causes extrinsèques qui sont là, recouvertes, cachées. Errance à travers une nouvelle prison, évidemment, prison renvoie ici à labyrinthe, une nouvelle prison où les gens parlent comme au mur. Cette matérialité est perçue là de façon agressive. Et même, on verra plus loin, accusatrice. Et comme culpabilisante. Ce sont les mots même qu'elle emploie. Errance à travers une nouvelle prison où les gens parlent au mur, comme au mur, tout m'agresse par son indifférence. En soi, on pourrait dire non, l'indifférence n'a rien d'agressif, mais elle perçoit, n'est-ce pas, cette indifférence comme une forme d'agression, et c'est vrai qu'une matérialité, j'allais dire, épaisse, à quelque chose d'agressif. Lorsque l'on voit les choses de la façon la plus matérielle, on se sent dans ce qu'on a de meilleur en soi-même comme agressé. Il y a une vulgarité, il y a une brutalité, il y a une bestialité, il y a une matérialité agressive. Je ne trouve plus, dit-elle, et alors c'est certainement la clé là, du texte, je ne trouve plus la vraie raison des choses. On traduirait cela philosophiquement, je ne trouve plus la forme des choses. Toutes les choses sont là informes. Et je ne trouve plus leur raison, et je ne trouve plus leur cause formelle. Donc tout ça est inintelligible, parfaitement inintelligible. Je me fonds dans la solitude et la tristesse, ce sont les sentiments normaux, lorsque l'on est face à tant de matérialité, solitude, tristesse. Solitude parce que de fait, notre âme qui est notre forme est faite pour communiquer avec d'autres formes. Nous ne sommes pas faits pour communiquer avec la matière. Les gens, n'est-ce pas, qui pensent pouvoir simplement communiquer comme ça de matière à matière, ne communiquent pas, et encore moins communient. Ils se tiennent chaud, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Dites-moi si vous communiez vraiment dans le métro à 6 heures. Non, c'est matériel, on se tient chaud, c'est sympathique, mais ça ne va pas plus loin. Et ça vaut mieux.
Maritain dit d'ailleurs dans Art et Scolastique très justement que pour communier, pour qu'il y ait cette communication, ça ne peut se faire justement qu'au niveau formel, par les transcendantaux, par le vrai, par le beau, par le bien. Sinon, c'est simplement un contact purement physique, purement matériel. Donc, je ne trouve plus la raison des choses. Bien sûr, quand le formel n'est plus là, voyez-vous, si cette jeune fille avait eu comme professeur de philosophie le Johann Berthaud, il lui aurait dit, mais mademoiselle, le formel, tout le formel, rien que le formel. Or, vous êtes dans le matériel, et avec ça, vous n'irez pas très loin. Elle le dit elle-même, rien n'a de sens. Rien n'a de sens. Alors on retrouve, mais c'est normal, parce que en scolastique, on apprend, n'est-ce pas, que les causes sont causes entre elles. Lorsqu'il n'y a pas de cause formelle, pas de cause finale, pas de but, pas d'identité, pas de spécificité. On est en train d'approcher de quelque chose que nous avons déjà entreaperçu à travers la, je ne peux pas dire la définition, mais la description purement et grossièrement matérielle que Sartre nous a donnée de la messe. On est en train de s'approcher, on va toucher, on ne va pas tomber dedans, on est en train de toucher à l'absurde. Et au fond, cette page est une page extrêmement éloquente pour décrire au fond ce que c'est que l'absurde. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'absurde existentialiste, l'existentialisme absurdiste, l'existentialisme sartrien, est effectivement un système qui ne peut s'expliquer que par la négation des causes extrinsèques, ça va sans dire, mais surtout de cette cause intrinsèque qu'on appelle la forme. Et voilà pourquoi il faut être illémorphiste, sinon qu'est-ce qui nous guette, qu'est-ce qui nous menace? L'absurdisme. L'errance à travers une nouvelle prison où les gens parlent comme au mur, tout m'agresse par son indifférence, je ne trouve plus la vraie raison des choses, rien n'a de sens. Inutilité profonde et accusatrice. Je me fonds dans la solitude et la tristesse. Désœuvrement. Je ne connais plus l'insouciance. La lumière me déplaît. Et je déteste le soleil. Et puis cette phrase, c'est pathétique. Où suis-je donc passé, moi? Évidemment, cette expression est à relier. Vous savez que un texte, c'est une texture, c'est un tissu, donc il faut repérer, n'est-ce pas, les fils. Évidemment, c'est dans la ligne de l'expression qu'on a vue juste avant, je me fonds. Il y a une dissolution. N'est-ce pas? C'est une identité, n'est-ce pas, qui est en train de se dissoudre. On ne peut pas vraiment parler d'une dissolution effervescente, non. C'est même pas ça, il n'y a pas d'effervescence. Non, ça se dissout comme ça, sans faire de bulle. Désœuvrement. Je ne connais plus l'insouciance. Où suis-je donc passé, moi? Donc, son identité personnelle est en train de se dissoudre sous ses yeux. C'est normal. C'est normal parce qu'effectivement, lorsque l'on ne définit plus les choses que sous l'angle matériel, lorsque la forme, lorsque le principe spécificateur, lorsque le principe déterminant disparaît, on assiste d'ailleurs à ce que les structuralistes appelaient tout simplement la mort de l'homme. On voit, comment dirais-je, n'est-ce pas, l'homme défini comme une passion inutile. Tout ça disparaît. Où suis-je donc passé, moi? Alors, j'ai cité un nom, Sartre. Ceux d'entre vous qui voudront poursuivre les travaux pratiques pourront se rendre tout de suite après au De Magot, bien sûr. C'est pas loin d'ici, vous pouvez aller faire les travaux pratiques tout de suite après. L'existentialisme sartrien, ça ne se comprend au fond que lorsqu'on a fait un tout petit peu de philosophie thomiste. Alors, vous voyez, les étudiants, les lycéens qui lisent la nausée, les mains sales, les mouches, toutes ces choses sympathiques et hygiéniques que Sartre vous propose, n'est-ce pas?
eh bien, ne peuvent comprendre vraiment qu'avec un minimum de connaissances scolastiques. Sinon, ça devient incompréhensible, on ne voit pas. Là, j'utiliserai l'ouvrage de Daniel Masson, c'était, je crois, son mémoire de maîtrise. Elle avait fait un petit ouvrage qui est paru aux éditions Chiré, il y a maintenant une vingtaine d'années, qui s'intitulait Sisyphe ou l'illusion d'optique. Et elle montre très très bien, mais elle surtout à partir des causes extrinsèques. Je vais essayer moi ce soir de vous parler aussi de l'absurdisme à partir de cette cause intrinsèque qui est la cause formelle. Elle montre très bien, dans Daniel Masson, que l'absurdisme est un trucage. Il y a justement une illusion. Sartre est un illusionniste. L'absurde, ça n'existe pas. Ça se fait, ça se crée de toutes pièces. Pour arriver à l'absurde, il faut effectivement isoler la réalité de sa cause extrinsèque, de sa cause finale, et dissoudre la cause formelle. Alors quand vous n'avez plus que la cause matérielle, c'est absurde. Et de fait, on arrive à des sentiments tout à fait normaux dans ces conditions-là, la solitude, la tristesse, le désœuvrement, parce qu'il n'y a plus que ça. Face à cela, face à cette matière qui s'affirme de façon agressive, matière dont on a écarté toute forme, toute efficience, toute finalité, face à cela, il n'y a plus effectivement que l'absurde, c'est-à-dire le désespoir. Je vais me permettre d'utiliser pour cette petite démonstration un article paru dans Fidelitaire il y a quelques années. Bon, c'est de moi, mais sous un pseudonyme, donc vous ne saurez pas comme ça. C'est un crime parfait, comme ça. Je ne vais pas signer Roquentin, non, rassurez-vous. Mais alors, à mon sens, le système donc existentialiste fonctionne en 3 temps. Premièrement, il faut culpabiliser. Deuxième temps, il faut truquer, mystifier. Et puis troisième temps, on doit pouvoir se libérer. Moi, j'avais intitulé cet article « Exorciser Jean-Paul Sartre ». J'étais encore séminariste à l'époque, on ne doute de rien. Je venais d'avoir l'ordre des exorcistes, qui est un pouvoir lié, rassurez-vous. Là, je ne fais pas les travaux pratiques, même au de Magot après. Mais exorciser Jean-Paul Sartre, et je pense que Jean-Paul Sartre était habité, infesté, possédé par 3 démons, justement. Le démon culpabilisateur, le démon mystificateur et un démon libérateur. Personnes sensibles peuvent se retirer maintenant. Nous passons à la partie initiale. Alors, le démon culpabilisateur. Effectivement, il faut déstabiliser un peu les gens pour leur faire accepter, je n'ose pas dire gober, la mystification qui va suivre. Si on n'a pas un tant soit peu justement déstabilisé les gens, si on ne les a pas un petit peu perturbés dans leur certitude, leur conviction, on n'arrivera pas à faire passer le truc parce que le truc est très gros. Alors, il faut commencer. Donc, préliminaire, n'est-ce pas, des travaux d'approche. Alors, chez Sartre, c'est très simple. Cette culpabilisation consiste à dire que tous les gens qui croient qu'il y a une nature des choses, une essence des choses, c'est-à-dire une forme, sont des bourgeois. Maintenant, je vais demander aux dames qui sont dans cette salle de Bernoula de se boucher les oreilles un petit instant. Faites-le, s'il vous plaît, je ne parle plus qu'aux hommes. Les bourgeois, c'est-à-dire des salauds. C'est une citation, bien sûr, salaud, sic. Je ne me permettrai pas de parler ainsi.
Oui, pour Sartre, le bourgeois ou le salaud, c'est celui qui croit qu'il y a une nature des choses. C'est celui dont il faut faire disparaître ce que Sartre appelle la bonne conscience. La bonne conscience, c'est-à-dire la conscience qu'il y a une nature des choses. Il n'y a pas justement que de la matière, mais il y a une forme, il y a une essence des choses. Alors je vais vous lire des petites choses quand même pour que vous n'ayez pas l'impression que ça est devenu brusquement vulgaire. Dès ses origines, donc, l'existentialisme absurdiste a été caractérisé par une haine féroce du bourgeois. Mais ici, le bourgeois n'est pas envisagé, par exemple, comme un Flaubert. Flaubert disait de façon très roborative, j'appelle bourgeois tout ce qui pense bassement. Non, c'est pas ça. C'est pas une catégorie sociale qui est visée. Ça n'est pas non plus une médiocrité plus ou moins dorée qui est visée. Non, c'est une attitude métaphysique. C'est un esprit philosophique. C'est pas, il n'en veut pas aux capitalistes d'abord, non, il en veut aux gens qui pensent qu'il y a effectivement une forme, une essence, une nature des choses. Ainsi, au sortir d'une salle du musée de Bouville, où sont exposés les portraits de notables locaux, Antoine Roquentin, donc le héros de la nausée, l'anti-héros de la nausée, pardon, salue la bourgeoisie en ces termes: adieu, beau lys, tout en finesse dans vos petits sanctuaires peints. Adieu, beau lys, notre orgueil, notre raison d'être. Adieu, salaud. Excusez-moi, mesdames, mais je cite. D'aucuns ont pu voir là le type d'une littérature engagée au service du prolétariat contre la classe dirigeante qui l'exploite. Non, d'abord, il n'y a qu'à voir le train de vie que Sartre avait, et puis sa compagne aussi. Il n'y avait rien de prolo, je l'assure. Non, Sartre n'est pas le chevalier d'une croisade anticapitaliste. D'autres ont pu penser que l'auteur des mots stigmatisait la médiocrité béate des parvenus. Non, ça n'est pas cela. Ce qu'il vise, n'est-ce pas, à travers le personnage du bourgeois, c'est autre chose. La haine de Sartre ne se porte pas en définitive sur une classe sociale déterminée. Ce qu'il reproche aux bourgeois, ça n'est pas son appartenance à la bourgeoisie, c'est sa bonne conscience. C'est sa certitude d'un ordre du monde et d'une destinée humaine. Le bourgeois, c'est celui qui a une conviction philosophique, qui sait où il va et pourquoi il agit. Thomas Molnar, dans son ouvrage justement sur Sartre, dit: le fondateur de l'existentialisme n'a jamais montré aucun sentiment de plaisir devant ce qui existe. Parce que ce qui le gêne, c'est que ce qui existe a une essence. Et ça, il ne le supporte pas. Le spectacle de la vie naturelle est décrit dans ses livres, tantôt comme... Alors reprenez bien cette expression. Le spectacle de la vie naturelle est décrit dans ses livres, tantôt comme un 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 dans ses livres, tantôt comme informe, gluant, triste, écœurant, visqueux, répugnant, obscène. Aujourd'hui, on dirait glauque. Voyez-vous. Mais le mot ici important, c'est informe. Et Molnar dit, au fond, les bourgeois, les salauds sont précisément ceux qui refusent de reconnaître que c'est ainsi qu'est la vie, que toute la création est stupide, inutile. Ceux qui pensent que le réel est quelque chose de positif, obéissant à des lois naturelles évidentes, correspondant donc aux quatre causes, qui peut-être même a été conçu selon un certain ordre naturel par Dieu, c'est ça.
le bourgeois. C'est ce raisonnement, dit Thomas Molnar, qui permet aux salauds, entre guillemets, de ne pas se poser le problème de leur propre liberté et de ne pas légitimer leur système de valeurs. Mais ça renvoie à la troisième partie, n'anticipons pas. Alors, quand vous avez été traité de bourgeois et de salaud, vous vous sentez légèrement perturbé, en principe. Alors maintenant, il va pouvoir vous mystifier. Ça va marcher, maintenant. Je vais vous lire, par exemple, 2 pages, j'en ai déjà lu une qui me touche parce que dans la nausée, il y a des pages comme ça sur les prêtres. C'est évidemment ce que j'ai retenu en premier, petite déformation professionnelle que je vous prie d'excuser. Donc il y a la définition de la messe, une suite au fond de gestes insensés. C'est insensé. Vous n'iriez pas comme ça, mesdames, vous mettre à genoux devant des hommes qui boiraient devant vous du vin à la clarté des cierges. Vous appellerez peut-être le SAMU avant. Mais il y a une page étonnante. Là, il s'agit d'un prêtre qui dit son bréviaire. Un prêtre s'avance à pas lents en lisant son bréviaire. Par instant, il lève la tête et regarde la mer d'un air approbateur. La mer aussi est un bréviaire. Elle parle de Dieu. Couleur légère, léger parfum, âme de printemps. Il fait beau, la mer est verte. J'aime mieux ce froid sec que l'humidité. Poète. Je leur tourne le dos. Je m'appuie des 2 mains à la balustrade. La vraie mer est froide, pleine de bêtes. Elle rampe sous cette mince pellicule verte qui est faite pour tromper les gens. Les sylphes qui m'entourent s'y sont laissés prendre. Ils ne voient que la mince pellicule. C'est elle qui prouve l'existence de Dieu. Moi, je vois le dessous. Les vernis fondent. Les brillantes petites peaux veloutées, les petites peaux de pêche du bon Dieu pètent de partout sous mon regard. Elles se fendent et s'entrebâillent. Alors voilà ce que lui inspire le spectacle d'un prêtre récitant son bréviaire. Je l'avais, quand vous récitez votre bréviaire, regardez autour de vous, on ne sait jamais si vous voyez quelqu'un au regard un peu louche, c'est peut-être lui. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Daniel Masson a très bien montré les choses. C'est effectivement une mystification, tout est faussé. Il y a une falsification ici du réel. Ça n'est pas une observation, c'est un trucage. En effet, une observation du réel doit prendre en compte les 4 causes, pas simplement la cause matérielle. Je reviens à la définition, pas la définition, mais cette description de la messe. Ça ne décrit rien, ça décrit matériellement les choses, mais il manque la cause efficiente. Cet homme est un prêtre. La cause finale, pourquoi fait-il ça? Parce qu'il dit la messe. Et la cause formelle, on a affaire effectivement à une messe. Sinon, on ne comprend rien. Ce n'est pas parce qu'on vous livre les faits dans leur matérialité qu'on est objectif. Objectif, c'est dire tout, selon les 4 causes. Alors Daniel Masson montre très bien cela dans Sartre et également dans Camus. Il montre très bien comment ces auteurs décrivent les choses en les isolant, justement, de la cause efficiente et de la cause finale. Mais je crois qu'on peut aller plus loin en disant aussi que la cause formelle est là volatilisée. Elle disparaît. Par exemple, dans le mythe de Sisyphe, Camus décrit cette scène. Un homme parle au téléphone derrière une cloison vitrée. On ne l'entend pas, mais on voit sa mimique s'emporter. On se demande pourquoi il vit. J'espère que vous ne regardez pas les gens qui sont dans les cabines téléphoniques comme ça. Pourquoi vit-il? Cet exemple trahit Camus, car il est évident que si l'on ouvre la porte, si l'on met l'oreille à l'écouteur, le circuit est rétabli. L'homme a repris son sens. Mais là, c'est parce qu'il est justement isolé dans une petite cage de verre
Alors on ne sait pas qui il est, on ne sait pas à qui il parle, et on se dit c'est absurde. Mais c'est un absurde tout à fait temporaire. Il suffit de s'approcher un petit peu et puis de voir que ça n'a pas de raison. On n'a pas de raison de dire que c'est ainsi absurde. L'homme reprend donc son sens. Cet absurde est fabriqué de toutes pièces. Au fond, l'absurde est ainsi inventé, fabriqué. C'est un trucage, mais voyez-vous, c'est fabriqué par amputation. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer l'absurde en coupant un fait, une réalité de ses causes, extrinsèque, ça va sans dire, efficient et final, mais il faudrait dire ici, puisque c'est le sujet de cette conférence ce soir, surtout de sa cause formelle. Et dans l'Antiquité, lorsque les premiers philosophes, les pré-socratiques, ont cherché à comprendre le réel, ils ont tâtonné et ils se sont approchés au fur et à mesure de ces causes. Héraclite, bien sûr, avec son école, n'est-ce pas, les Ioniens, eux s'intéressaient surtout à la cause matérielle. Mais Anaxagore de Clazomène, lui, disait ça ne suffit pas, c'est pas parce que je vois Socrate un composé de muscles, d'os, de ligatures, que je comprends les choses. Ça ne me dit pas ce que c'est que Socrate, qui est Socrate, qu'est-ce qu'il fait. Il faut effectivement que j'ai la cause efficiente et que j'ai la cause finale. Et de fait, Anaxagore de Clazomène a introduit, n'est-ce pas, ces deux causes-là qui sont indispensables pour comprendre. Mais il faut reconnaître au génie d'Aristote cette découverte de la cause formelle, c'est-à-dire ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Le matérialisme et l'absurdisme, au fond, nous font régresser, n'est-ce pas ? Nous remontons au VIe siècle avant Jésus-Christ, puisque Héraclite, c'est cette époque-là. Quel progrès, c'est fabuleux. On remonte, n'est-ce pas ? On oublie l'acquis d'Anaxagore et d'Aristote pour revenir, n'est-ce pas, à la cause purement matérielle. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi cette régression ? Parce que si eux font l'économie de la cause efficiente, de la cause finale, de la cause formelle, nous pas. Nous essayons de voir pourquoi, quel est le but, quel est le gain envisagé, qu'est-ce que Sartre espérait. Eh bien, et c'est le troisième démon, c'est le démon libérateur. Cette mystification doit permettre à Sartre, pense-t-il, de vivre beaucoup plus libre. Pourquoi ce désir d'amputer le réel ? Pourquoi rendre la condition humaine inintelligible par amputation ainsi ? Parce que toute causalité efficiente reconnue, parce que toute finalité acceptée, parce que toute cause formelle admise, asservisse l'homme, lui impose un sens qu'il ne s'est pas donné à lui-même, dont il n'est pas l'auteur, l'artisan, le créateur, le maître. C'est un sens justement extérieur à lui-même. L'homme n'est pas à lui-même sa propre fin. C'est un sens objectif. Et alors pour ça, c'est bourgeois. Le vrai sens de l'existence, dit Simone de Beauvoir, la compagne de l'auteur de La paix respectueuse, je pense que ça devait être une définition. Simone de Beauvoir dit le vrai sens de l'existence n'est jamais fixé. Il doit sans cesse se conquérir. Et c'est ça, n'est-ce pas, cette revendication-là qui est à la base de tout. La condition humaine, selon cette falsification du réel, est injustifiable. Alors il va falloir soi-même
lui donner un sens. L'homme n'est plus commandé par la nature, ça c'est Molnar qui le disait, l'homme n'est pas commandé par la nature ou la société, la seule chose qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est une valeur, une succession de valeurs réinventées à chaque moment. L'homme est un pur contingent et son existence serait incohérente si elle n'était pas ordonnée autour de choix successifs. Au fond, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Sartre pense qu'il faut que les choses soient radicalement absurdes pour qu'on puisse existentiellement les informer soi-même, pour qu'on puisse donner à cette existence qui, de soi, est informe, une forme qui vienne de vous, et uniquement de vous. Il importe souverainement donc que les choix soient libres, personnels, pas dictés de l'extérieur. Il faut s'affranchir de tout ordre objectif. Dès lors, on voit ce que c'est donc que ce bourgeois et sa bonne conscience. Au fond, le bourgeois et sa bonne conscience, c'est un être réaliste, qui a une existence cohérente, qui sait qu'il a une nature humaine et qu'il ne peut pas la transformer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas changer cette nature. Nous avons une forme, nous avons reçu effectivement une âme. Il se trouve d'ailleurs que chez nous, je vous le disais, nous le verrons en psychologie, la forme s'appelle l'âme et cette âme est créée par Dieu. Nous le verrons l'année prochaine, de fait, c'est-à-dire le mois prochain. Alors c'est ça, il faut effacer cette forme-là, cette forme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a là, véritablement, ce que j'appelle moi un démon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de satanique. Donc, nier cette existence, cette réalité cohérente. Bien sûr, les étudiants qui suivent le cours de psychologie que je donne, ou qu'ils subissent plus précisément, le savent. Dans le manuel que nous suivons, l'ouvrage du Chanoine Verneau, il est dit, bien sûr, que nous devons être ce que nous devenons. Il est vrai que nous nous réalisons nous-mêmes, mais ça reste très accidentel. Foncièrement, fondamentalement, nous devenons ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes des hommes, et puis c'est tout. Ni des anges, ni des bêtes. Nous sommes des hommes, et nous ne pouvons devenir qu'un peu plus hommes, c'est-à-dire un peu plus intelligents, un peu plus volontaires. Nous n'avons pas la possibilité de transcender cette condition humaine. Nous ne pouvons pas changer notre nature. Notre forme est là. Et nous ne pouvons pas en disposer selon nos caprices, à notre gré. Nous ne sommes pas des dieux. Il y en a bien un qui a essayé de nous faire croire au début qu'on serait comme des dieux, mais ça a plutôt mal tourné cette affaire-là. Cet homme, au fond, l'homme sartrien est la mesure de toute chose, comme disait Protagoras, le sophiste. Au fond, il faut qu'il ait été créé au hasard et qu'il puisse se diriger au hasard selon ses caprices. À lui seul de donner quotidiennement un sens à sa vie, hors de la société bourgeoise. Ici, encore une remarque. Ce que nous, d'après Sartre, ce que nous n'osons pas regarder en face, ce ne sont pas nos vices, mais au contraire notre liberté de faire tout ce que nous voulons, sans justification, sans punition ni récompense. Vous voyez, là, cet orgueil démesuré. Tout acte est une valeur en soi. Pourtant, la société a décidé que certains actes étaient bons et que d'autres étaient mauvais. Elle a inventé une morale. Mais non, il ne faut pas. Il faut se situer par-delà le bien et le mal. Et à la fin de cet article, qui est un article de jeunesse, il faudra que vous pardonniez ces insuffisances, je me demande toujours quelle prière, quel rituel utiliser, comment exorciser Sartre. Je n'ai pas trouvé encore. Donc, vous voyez,
voyez, je résume, il y a les morphismes, la matière, la forme. Nous sommes partis de la philosophie naturelle, la philosophie de la nature. Tout corps naturel, toute substance corporelle est un composé de matière et de forme. Dans le cas de l'homme, la matière, c'est le corps et la forme, c'est l'âme. La matière est indéterminée, elle est déterminable. La forme spécifie cette matière et lui donne sa raison d'être. C'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Et c'est comme ça qu'on la comprend. Comment comprendre alors cette page? Vous voyez comme moi, je vais la relire une dernière fois, vous allez tout de suite voir, on voit très très bien qu'est-ce qui se passe, quel est le mal qui est à la racine de cette confession assez tragique, qui n'est pas exceptionnelle. Malheureusement, beaucoup de nos contemporains vivent dans ce genre d'errance-là. Qu'est-ce qui leur manque, justement? Ils sont là, j'allais dire justement, culpabilisés, mystifiés et soi-disant libérés et en réalité asservis. Parce que de fait, la vraie conclusion, c'est pas la libération. La vraie conclusion, c'est solitude, tristesse, désœuvrement. Relisons donc cette page dont j'espère que ce petit exposé vous permettra de mieux voir les présupposés philosophiques non dits. Mais ce que je veux vous montrer, je ne cherche pas, si vous voulez, à projeter une philosophie sur un auteur qui n'y peut, mais ça n'est pas cela. Et c'est pour vous montrer qu'effectivement, à la base de toute pensée un petit peu profonde, il y a toujours une vérité philosophique, affirmée ou niée, mais il y a toujours une vérité philosophique. J'ai erré dans les rues sans cesse et sans but. J'ai marché des jours entiers sur leurs pavés d'indifférence à la recherche de quelque chose de différent. Je me suis perdu dans cet immense labyrinthe, sans même penser à retrouver mon chemin, car je n'en ai pas et je n'en aurai jamais. J'ai tout enterré et recouvert d'un voile de tristesse opaque qui me cache une partie du monde. Errance à travers une nouvelle prison où les gens parlent comme au mur. Tout m'agresse par son indifférence. Je ne trouve plus la vraie raison des choses. Rien n'a de sens. Inutilité profonde et accusatrice. Je me fonds dans la solitude et la tristesse. Désœuvrement, je ne connais plus l'insouciance. La lumière me déplaît et je déteste le soleil. Où suis-je donc passé, moi? Cette page ne serait peut-être pas écrite avec autant de lucidité, et même, il faut avouer, autant de facilité littéraire par des jeunes gens que nous côtoyons, que nous connaissons. Il y a ici, je le sais, des professeurs, des éducateurs, mais nous voyons des jeunes gens qui passent par ces affres-là de l'absurdisme. Inconsciemment, ce sont des victimes. Je ne dirais pas simplement de Sartre, simplement de l'existentialisme absurdiste, mais ce sont simplement des victimes d'une philosophie non réaliste, d'une philosophie, alors je n'ose pas employer le terme parce qu'il a une connotation aujourd'hui péjorative, bien à tort, mais non scolastique, non aristotélico-thomiste. Si, dans les programmes officiels, on consentait un tout petit peu à parler des auteurs, justement, que sont Aristote et saint Thomas, nous n'aurions pas affaire à ces choses-là. Mais vous allez me dire, mais tout le monde ne fait pas de philosophie. C'est vrai. Mais qu'est-ce que les médias diffusent? Qu'est-ce que l'on entend à la radio? Qu'est-ce que l'on voit à la télévision? Pas Aristote, pas saint Thomas. On ne parle pas des 4 causes. Ou si on en parle, c'est pour envisager la 5e cause. Cause toujours tu m'intéresses. Ça n'est pas expliqué. Or, il faut
expliquer ces choses-là. Je ne dis pas que parce qu'on aurait donné à cette jeune femme l'élémorphisme, la cause formelle, ça y est, elle s'en serait sortie. Mais sans lui donner les mots, si on lui avait donné la réalité des choses, recouverte par ces mots, exprimée par ces mots, il est certain que sa vie aurait eu un autre sens, aurait eu un sens tout court, parce que là, on la sent véritablement insensée. C'est donc, et ce seront les vœux que je formulerai dans cette fin d'année, au début, au seuil de la nouvelle année, c'est que l'on songe un petit peu, au fond, à ce que disait Thibon, enfin, le retour au réel, une restauration de la philosophie réaliste. J'ai voulu prendre exprès ce texte un petit peu pathétique, parce que c'est un texte dont on ne peut pas dire qu'il nous laisse indifférents. C'est un texte qui, si nous ne l'avons pas lu, ne nous est pas complètement étranger, parce qu'on a toujours plus ou moins côtoyé des gens qui vivent dans ce genre de labyrinthe. Quelle est la solution? Je ne pense pas personnellement que ce soit l'hydrothérapie froide, ni même les électrochocs judicieusement placés. Je ne propose pas non plus aux deux magots la solution et la dissolution des problèmes dans des boissons fortement alcoolisées et d'origine écossaise. Je pense qu'il vaut mieux, au lieu de les griser, au lieu de les saouler, au lieu de les enivrer, il vaut mieux leur donner la vérité, après tout. Pourquoi pas, hein? C'est un risque à courir aujourd'hui, c'est tellement original. Alors je vous souhaiterais, et ça sera donc le vœu, soyez originaux, soyez réalistes, c'est tellement étonnant aujourd'hui. Voilà, merci de votre patience. Je ne prolonge pas trop cette séance parce que vous l'avez vu, je suis particulièrement un petit soir de fatigue, 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 soir de